RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous recevons une personne que vous aimez beaucoup, que vous aimez bien, qui souvent nous fait l'honneur de répondre à nos invitations. Il est souvent là, il est vraiment quelqu'un qui nous honore. Maître Blanchard Mongumba, il est le patron du parti politique Nouvel Élan, le parti qui dirige le député national Adolphe Mosito. Bienvenue, Maître Blanchard, dans cette émission une nouvelle fois. Merci beaucoup Dan, merci pour l'invitation, mais surtout mes sincères félicitations. J'ai vu les images, donc bienvenue au club. En Je tout profite cas, de l'occasion pour présenter aussi mes vives salutations à votre chère épouse. merci beaucoup, Maître Blanchard Mongumba. Vous êtes de ceux, votre famille politique soutient l'idée de la révision, de la réforme de la Constitution. Alors, vous allez nous dire d'abord, vous êtes partant pour la réforme ou la révision de la Constitution, le changement ou la simple modification de la Constitution? Merci beaucoup Dan. D'entrée de jeu, je dois commencer par dire aux téléspectateurs que dans les mécanismes constitutionnels prévus dans notre Constitution, ou même au-delà de la Constitution, sur le plan scientifique, les constitutionnalistes savent que une Constitution, en tant que cet outil qui prévoit le mécanisme d'accession, de gestion, de pouvoir, prévoit plusieurs possibilités. Une constitution peut être rigide, c'est-à-dire que les mécanismes de sa modification est plus ou moins très compliqué pour atteindre cette modification, mais elle peut être aussi souple, c'est-à-dire qu'elle donne elle-même en tant que constitution la possibilité de pouvoir être révisée, de pouvoir être touchée, de pouvoir être modifiée. C'est-à-dire s'il y a des dispositions qui ne favorisent pas le bon fonctionnement de choses par rapport à l'évolution du monde, il est possible qu'au niveau du Parlement, selon les dispositions prévues par elle-même la Constitution, que ces dispositions soient modifiables. Donc, en ce qui nous concerne, la République démocratique du Congo, la Constitution que nous avions, en tout cas, votée par référendum en 2005 et promulguée le 18 février 2006 par le chef de l'État, est une Constitution qui est souple. Dans elle-même, elle prévoit les mécanismes de sa modification en interne. C'est-à-dire que vous pouvez, lorsque au niveau du Parlement, vous avez une initiative, vous avez un projet, vous pensez que cela nécessite à ce que quelques dispositions de la Constitution soient touchées, elle-même la Constitution prévoit que ce soit le président de la République qui initie cette modification, soit les députés, un dixième des députés, soit le peuple, la population, par une pétition qui puisse justement accéder à la modification de cette Constitution. Donc ça, c'est sur le plan introductif. Mais maintenant, le Nouvel Élan. Comme vous le savez, notre parti politique Nouvel Élan, depuis que nous existons comme parti politique, on a appris au peuple congolais, où on a habitué le peuple congolais de voir notre parti pondre, produire chaque fois les idées, lesquelles idées concourent à la réalisation des objectifs que nous sommes assignés dans le cadre d'un parti politique. Parce que le parti politique, c'est la conquête du pouvoir, tout ça. Or, pour conquérir le pouvoir, il faut avoir un objectif. Vous cherchez le pouvoir, pour quoi en faire? Nous voulons avoir le pouvoir pour améliorer la gouvernance de notre pays. Mais pour améliorer la gouvernance, il nous faut plusieurs réformes. Mais parmi ces réformes, il y a de ceux qui nécessiteront obligatoirement la modification de la Constitution. Parce que si, je prends un exemple, aujourd'hui nous voulons accéder à ce que nous nous proposons en termes de faire participer les autochtones, c'est-à-dire les Congolais qui ont vécu dans notre pays avant que le pays ne devienne indépendant en 1960. Nous disons que nous devons toucher la Constitution.
Parce que aujourd'hui, si vous voyez les mécanismes prévus par notre Constitution, elle dit déjà que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais nous voulons faire en sorte que le sol et les sous-sols n'appartiennent pas exclusivement à l'État. Il faut que les communautés locales qui ont existé au Congo, avant que le Congo ne devienne indépendant, puissent être reconnus comme aussi le propriétaire des terres. De sorte que si une entreprise, si un partenaire extérieur vient en République démocratique du Congo, il veut conclure un marché pour exploiter une partie des terres, il ne faudrait pas que cela ne relève que de l'État. Il faut que le propriétaire de cette terre-là, qui ont vécu, qui ont habité depuis l'existence même pas de l'État indépendant, mais depuis nos coutumes, nos aïeux, nos tribus, qu'ils participent justement à cette richesse, parce que on ne peut pas comprendre que le capitalisme s'est construit dans notre pays, mais il n'y a pas de Congolais qui sont riches. Donc, ce sont ces motivations-là, pour être bref, qui ont milité depuis longtemps à ce que nous puissions parler de cette idée de la modification de la Constitution. Donc, lorsque Adolphe Mozito et les Nouvelles Élans nous parlons de la modification de la Constitution, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous allez vous souvenir qu'en 2023, pendant la campagne électorale, nous étions le seul parti politique, et Adolphe Mozito était le seul candidat numéro 24 qui a présenté l'idée de la modification de la Constitution, et il a défendu, il a présenté les matières qui pouvaient faire justement l'objet de cette modification. Quand j'ai vu les communiqués que votre parti politique a partagés, annonçant que vous êtes partie prenante à cette modification de la Constitution, il y a eu beaucoup de réactions des Congolais au pays et même à l'étranger qui ont critiqué cette volonté de parvenir à cette fin. Mais la question que les Congolais se posent, que nous nous posons, vous êtes partant pour la modification de la Constitution ou le changement de la Constitution? Parce que la modification, on peut toucher quelques articles, mais on ne touche pas aux articles verrouillés. Mais le changement de la Constitution, c'est-à-dire on fait table rase, on consulte à nouveau le peuple, et le peuple vote à nouveau, on a une nouvelle Constitution. Vous êtes partant pour quel type d'initiative? Révision ou changement de la Constitution? Et pourquoi? Deux choses. Vous savez, le Nouvel Élan est né, je dirais, des cendres de l'ancien Palou qui était dirigé par le patriarche Antoine Gizenga. Mais déjà, à cette époque-là, le Palou du patriarche Antoine Gizenga utilisait un terme pour justifier ce que nous appelons le péché originel. C'est quoi le péché originel? Nous considérons que lorsque le Congo est né comme État indépendant en 1960, le Congo ne pouvait pas avoir une constitution définitive parce que la loi fondamentale de l'époque prévoyait un mécanisme selon lequel le peuple devait se prononcer. Il fallait qu'on mette en place une constituante, laquelle constituante allait élaborer le projet de société, mais dès que ce projet de société était fini, il fallait retourner auprès du peuple pour que le peuple avalise cela, et après que le peuple ait avalisé, on rentre encore au niveau de la constituante pour adopter cette constitution. Donc il y avait un mécanisme qui était prévu pour que nous puissions accéder à une constitution républicaine, à une constitution qui allait passer par la sanction, par la volonté du peuple. Mais malheureusement, cela n'a pas arrivé. Ce qui fait que les lumumbistes continuent jusqu'à ce jour à considérer que nous n'avions jamais eu des constitutions républicaines parce que cette disposition de la loi fondamentale qui prévoyait à ce que nous puissions élire une constituante pour aller élaborer le projet de la constitution, cette constituante n'avait jamais été mise en place. Jusqu'à ce jour, ça n'a jamais vu le jour. Ce qui fait que nous continuons, nous comme lumumbistes, à dire que le péché originel continue à exister. C'est sur base de cet élément que nous pouvons justement dire que il est possible que nous puissions aussi recourir à ces mécanismes du changement de la constitution. Mais je crois que nous, comme parti politique,
Ici, ce qui est plus important, c'est de parler de la modification de la Constitution. Parce que le changement de la Constitution, on va plus l'utiliser lorsque le nouvel élan aura effectivement le pouvoir, lorsque le nouvel élan aura en tout cas une majorité au niveau du Parlement. En ce moment-là, nous allons présenter toutes nos idées avec énergie, avec espoir que nous allons avoir une configuration au niveau des institutions qui va accompagner la matérialisation de ces projets. Mais en ce qui nous concerne maintenant, ce qui est important, c'est de retenir que nous parlons plus de la modification de la réforme de la Constitution parce que nous considérons qu'il y a plusieurs réformes que nous voulons apporter, plusieurs modifications, plusieurs en tout cas améliorations dans le vécu de notre peuple qui nécessitent à ce que nous puissions justement toucher à la Constitution. Là c'est très clair, Nouvel Élan n'est pas partant pour le changement, Nouvel Élan n'est pas partant pour les articles qui sont verrouillés, notamment les 220 qui limitent le mandat du chef de l'État à une renouvelable une seule fois. Mais encore que le 220, peut-être que je peux, avec votre autorisation, lire cet article 220, parce que l'article 220 dit ceci. Oui. La forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc, la Constitution, en son article 220, limite les matières qui peuvent, en tout cas, qui ne doivent pas subir la modification si jamais vous entrez dans cette démarche de la modification de la Constitution. Or, nous, lorsque nous parlons de la modification, de la révision de la Constitution, nous citons également les matières qui sont, en tout cas... Qui sont verrouillées. Non, nous citons les matières qui vont faire partie de cette modification, c'est-à-dire les matières qui sont concernées. Mais lorsque vous lisez les matières que nous avions prévues, vous ne verrez nulle part les matières prévues par cet article 220. Non, c'est pour vous dire que ici, nos intentions sont claires. Nous ne sommes pas dans une démarche de vouloir se positionner. Nous ne sommes pas dans une démarche qui consiste à préserver qui que ce soit, mais nous sommes dans une démarche qui est cohérente, une démarche qui est rationnelle, parce que, cher Dan, par moments, nous devons nous dire des choses en face. Je veux donner l'image d'un enfant qui, en tout cas, s'est fait gonfler. Il a une démangeaison qui nécessite assez que qu'il y ait intervention d'un médecin. Mais entre le fait que l'enfant a peur de voir le médecin utiliser son bistouri pour intervenir de manière à faire sortir tout ce qu'il y a comme puits et autres, et garder l'enfant dans cet état-là, qu'est-ce qui est le moindre mal à faire? Je pense que le moindre mal à faire, c'est d'accepter d'amener l'enfant auprès du médecin qu'il utilise son bistouri, parce qu'en ce moment-là, lorsqu'il sera opéré, et que les pus sortent de cette, en tout cas sortent, ça va permettre à ce que l'enfant vive aisément. Et c'est ça la situation de notre pays. Nous avons des matières qui nécessite à ce que nous puissions modifier notre constitution. Il ne faudrait pas que nous puissions avoir peur de débattre, de discuter de certaines questions, en tout cas au prix ou de peur que tel ou tel autre nous donne des intentions, nous taxe je ne sais pas moi de qui. Non. Ici, nous, comme je l'ai dit, nous sommes dans une démarche qui est républicaine. Aujourd'hui, nous parlons de la décentralisation. Nous parlons de la fiscalité dans notre pays. Nous parlons du régime politique. Regarde lorsqu'il y a un problème d'électricité dans un coin. On a tendance à inviter le chef de l'État. Tata Mokondia Kotel et l'Absoli Kambo. Pourtant, on devrait faire intervenir le Premier ministre parce que c'est lui qui gère au quotidien le gouvernement. C'est lui qui est responsable devant le peuple par ses représentants. Mais on fait appel au président de la République. Cela doit nous interpeller comme constitutionnalistes, mais comme acteurs de la société pour voir quel est le régime politique qui peut être adapté à cette volonté de notre peuple. Donc toutes ces questions nécessitent justement qu'il y ait en tout cas modification de la Constitution pour intégrer la volonté du souverain primaire. Merci beaucoup, Maître Blanchard. On retient pour vous le nouvel élan, c'est que vous n'êtes pas pour le changement de la Constitution, mais vous êtes pour la modification. Vous ne voulez pas toucher à l'article ou aux articles qui sont verrouillés.
les articles qui font donc aujourd'hui polémique. Là, c'est clair. Alors, Maître Blanchard Mungoma, votre parti politique, le Nouvel Élan, existe depuis bien longtemps, je crois une dizaine d'années déjà. Non, ben depuis 2019. 2019, donc on est plus ou moins 5 années déjà. Pourquoi avoir initié, pourquoi proposer cela aujourd'hui en 2024? Pourquoi n'avoir pas proposé cette idée un peu plus tôt, 2019, 2020, 2021? Pourquoi simplement aujourd'hui vous soutenez cette idée? Ok, je le dis, le Nouvel Élan existe depuis 2019 en tant que parti politique. Notre leader Adolphe Mozito a commencé sa lutte politique aux côtés du patriarche Antoine Gizenga Opalou et c'est en 2019 finalement qu'il a dû démissionner après plusieurs sanctions inavouées, plusieurs sanctions injustifiées, voulues par un camp. Et en 2019, nous allons obtenir l'agrément du ministère de l'Intérieur pour fonctionner comme parti politique. C'est en ces moments-là que Adolphe Mozito et tous ceux qui l'entouraient, nous autres, nous avions commencé à nous affirmer comme étant un groupe de personnes ayant des idées claires. Ce qui fait que après les élections de 2018, on a lutté parce qu'à cette époque, il y avait ces combats de la vérité des urnes. Il était difficile pour nous d'apporter un certain nombre d'idées, même si on apportait d'autres, mais des idées qui semblaient être fortes étaient plus ou moins mises au frigo parce qu'il fallait obtenir notre, je dirais, indépendance, notre liberté totale pour exprimer tout ce que nous avions en termes d'idées, de modifications, de textes et autres. Ce qui fait que nous n'avions pas vraiment touché à ça. Mais ça n'avait pas empêché justement Adolphe Mozito de continuer à publier cette tribune. Vous allez, vous êtes un journaliste très très intelligent et très fouillé. Vous savez qu'Adolphe Mozito a plus de 30 tribunes qu'il a déjà produites. Et dans toutes ces tribunes, il y en a d'autres où il parle de la ville de Kinshasa, l'enfer au paradis. Il parle de Kinshasa, la République démocratique du Congo, un État sans budget. Il parle de réforme des institutions. Il parle de... Donc, il a 30 tribunes qu'il a déjà produites. Et dans ces tribunes, ce ne sont que les idées qu'il présente. Mais nous attendions à l'époque qu'il y ait d'autres qui apportent les leurs pour que nous puissions engager ces débats. Mais jusque-là... Dans cette tribune, il y avait déjà cette idée-là de modification de la Constitution. Bien évidemment. Bien évidemment. Nous avions déjà parlé. Parce que ici, le vrai problème de la classe politique de notre pays, c'est que nous n'acceptons pas le débat. La classe politique de notre pays, peut-être c'est avec raison, parce que nous sortons d'un État qui était habitué à la monarchie, puisqu'on avait Léopold II qui était le patron du Congo, c'était lui. Le Congo lui appartenait. Après, on a eu une dictature mobusienne, et puis le régime Mouzé Kabila est arrivé. Tout ça, c'était un peu compliqué, ce qui fait que les gens ont tendance à croire que faire la politique, c'est de se lancer des colibés, c'est ça être un bon politicien. Pourtant, un bon politicien tel que nous le voyons en France, aux États-Unis, un peu partout dans de vieilles démocraties, même ici au Sénégal, nous sentons que ce sont les idées qui poussent, ce sont les idées qui font changer les choses. Mais si vous ne voulez pas que nous puissions débattre, parce que c'est que les gens oublient, cher Dan, c'est qu'aujourd'hui nous parlons de la révision de la Constitution, mais nous n'avons pas le monopole de la vérité. Il se peut que nous puissions nous tromper dans ce que nous disons. Il se peut que nous puissions nous tromper dans notre proposition. Alors, les gens qui ont des idées qui semblent être pour eux plus claires que les nôtres, ben, qu'ils acceptent qu'il y ait un débat contradictoire, qu'il y ait un débat de société, que le peuple s'assume. Parce qu'en définitive, c'est le peuple qui est le souverain. C'est le peuple qui va trancher si ce que nous nous disons est vrai ou ce que les autres disent est vrai. Si ce que nous nous disons est faux ou ce que les autres disent est faux. C'est justement ces jeux démocratiques que nous devons supporter. Nous, je peux vous citer les matières que nous avions prévues pour cette révision de la Constitution. Il faut qu'on y aille progressivement, matière par matière. Vous avez parlé, les réformes ou le changement de la Constitution viseront les changements du mécanisme et du taux de répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales
décentralisée. On peut commencer par ça? Oui, déjà si vous prenez ces mécanismes, aujourd'hui, si vous descendez, je prends un cas d'identité territoriale décentralisée, la commune. Moi, je vis plutôt dans la commune de Kalamou. Si vous descendez, posez la question au bourgmestre de la commune de Kalamou, quel est l'état de son budget, il aura du mal à vous présenter ses budgets. Déjà, il va vous prendre pour un sorcier. Comment vous pouvez venir poser la question du budget de la commune? Vous sortez d'où? C'est déjà un problème. Alors, ça, c'est déjà le budget qui est censé être collecté, mobilisé au niveau de la commune. Mais si vous allez plus loin pour demander ce qu'il récolte ou ce qu'il reçoit en termes de rétrocession, ça, c'est encore très grave. Pourtant, c'est un mécanisme qui est prévu. C'est un mécanisme qui est censé, parce que nous parlons de la décentralisation, mais la décentralisation doit s'étendre jusqu'au niveau des entités territoriales décentralisées, de manière à ce que nous puissions nous puissions donner l'autonomie à chaque entité de pouvoir se prendre en charge pour son développement. Mais déjà, dans nos différents textes, cela n'est pas clairement défini et nous pensons qu'en modifiant certaines dispositions de la Constitution, nous pouvons clarifier cette question. Nous pouvons clarifier cette question puisque le peuple à tous les niveaux, puisque la Constitution parle des entités territoriales décentralisées, les 40% doivent se répercuter à tous les niveaux pour permettre à ces responsables de communes, de villes, secteurs et chefferies qu'ils prennent leurs responsabilités en main en utilisant justement les moyens mis à leur disposition par l'État. Tout à fait. Mais qu'est-ce que vous souhaitez changer dans ces mécanismes-là de répartition des fonds de l'État attribués aux entités territoriales décentralisées? Qu'est-ce que vous souhaitez changer dans ce mécanisme-là qui est prévu par la Constitution? Mais tel que je l'ai dit, aujourd'hui, si vous lisez la Constitution, vous verrez que la Constitution ne parle que de la rétrocession de 40% aux provinces. Mais on ne parle pas de ces mêmes mécanismes-là de 40% au niveau des entités territoriales décentralisées. Ça doit être clairement défini au niveau de la Constitution. C'est plus ou moins incomplet. Ça doit être clairement élucidé au niveau de la Constitution pour permettre aux autres textes de la République qui traitent de la fiscalité et autres de suivre ces mécanismes. Mais si déjà au niveau de la Constitution, elle n'est pas très bien clarifiée, eh bien, le gouverneur peut s'accaparer de ces 40% qu'il reçoit en termes de rétrocession sans servir ou sans mettre à la disposition des autres entités territoriales décentralisées qui sont la ville, commune, secteur et chefferie, qui eux aussi ont besoin justement de ces moyens parce qu'ils doivent, ayant l'autonomie, ils doivent faire fonctionner leurs entités, ils doivent faire bouger les choses. Donc ça doit être clarifié au niveau de la Constitution. Ça doit être clarifié au niveau de la Constitution. Le deuxième aspect, c'est le transfert effectif des compétences exclusives des provinces par l'État en faveur de ces dernières. Qu'est-ce que vous voulez dire par transfert effectif des compétences exclusives? Je prends un cas. Le ministère de l'EPST, je ne sais pas si c'est toujours ça, l'EPST, enseignement supérieur, enseignement primaire et secondaire, tout technique, ça. Oui. On a un ministre national qui vit à Kinshasa, mais c'est lui qui s'occupe du TENAFEP au niveau du territoire de Bassan-Koussou. C'est lui qui s'occupe du TENAFEP au niveau de Boudjala, un peu de tous ces territoires. Pourtant, la Constitution, si vous la lisez, la Constitution prévoit ce qu'on appelle les compétences exclusives des provinces. Parmi les compétences exclusives des provinces, il y a notamment l'enseignement primaire et secondaire. Or, si la Constitution veut que l'enseignement primaire et secondaire puisse relever de la compétence exclusive des provinces, pourquoi avoir un ministre national qui siège au niveau de Kinshasa et il continue à donner des injonctions, à contrôler ces secteurs-là au niveau des provinces qui sont censés avoir leur autonomie, indépendance. Donc ça, c'est déjà un exemple qui montre que le transfert des compétences n'est pas effectué tel que veut la Constitution. D'où il faut clarifier les choses. Il ne faudrait pas laisser un flou de manière à permettre au pouvoir central, nous qui siégeons à Kinshasa, nous puissions nous accaparer de tout le pouvoir, alors que le Constitution n'a pas voulu de ces mécanismes. Le Constitution a voulu à ce que toutes les matières exclusives aux provinces relèvent de ces provinces.
Kinshasa doit rester là comme un superviseur. Mais Kinshasa ne peut pas. Voilà, aujourd'hui, quand on parle du détournement au niveau, par exemple, de l'EPSP, c'est parce que, entre autres, le ministère ou le ministre s'occupe de toute la République en ce qui concerne ces domaines-là. Pourtant, c'est un domaine qui est exclusif, qui est réservé aux provinces. Mais pourquoi le ministre doit continuer à avoir un mot à gérer, à contrôler ce qui il y a aussi des ministres provinciaux de l'éducation et des ministres provinciaux. Mais quel est le rôle de ces ministres provinciaux? Donc vous comprenez que ces ministres provinciaux sont protocolaires. La politique nationale qui est définie au niveau du gouvernement central. Ah mais non. Là c'est une contradiction encore. C'est une contradiction. Parce que le gouvernement central doit donner une orientation. Que pour l'enseignement, en ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire, nous allons appliquer la gratuité. Il donne les grandes lignes. Mais maintenant, chaque province, partant de son pouvoir reconnu par la Constitution, doit implémenter cette vision définie au niveau du gouvernement central pour rendre effective cette gratuité au niveau de sa province. Parce qu'ils n'ont pas le même chiffre, ils n'ont pas le même nombre d'élèves, ils n'ont pas le même nombre d'enseignants, ils n'ont pas... Donc, toutes ces spécificités, on dit que la Constitution a dit que nous devons la laisser aux provinces. D'où la nécessité de décentraliser, de laisser ces compétences, ces pouvoirs de manière réelle, de manière vraie aux entités ou aux provinces pour que les provinces s'en occupent. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, d'où la nécessité de toucher la Constitution pour voir comment clarifier cette situation pour éviter justement la confusion dans les têtes des Congolais. L'autre aspect, c'est le régime politique, présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect, comme en Afrique du Sud, au Togo, en Angola, etc. etc. Pourquoi vouloir changer le régime politique en République démocratique du Congo? Le régime politique, nous, on a l'avantage d'avoir un président, en tout cas le président de notre parti politique a l'avantage d'avoir été gestionnaire de la chose publique dans ces pays. Il fut Premier ministre et nous partons de cette expérience, cher Dan. Oui. Adolphe Bozito comme Premier ministre, il a souffert de ce qu'on a appelé, lui-même d'ailleurs, il appelait à cette époque-là le gouvernement parallèle. Donc, vous avez un exécutif qui est déjà bicéphale, et dans ce bicéphalisme, le conseiller, les collaborateurs du chef de l'État se comportent en gestionnaire du gouvernement. Pourtant, il y a un Premier ministre qui, lui, la Constitution lui donne les compétences exclusives pour gérer la chose publique. Donc, mais malheureusement... Il a subi quelque chose comme un gouvernement parallèle. Ben, pas quelque chose. En quelque sorte. C'est la réalité. Il y avait un gouvernement parallèle aux côtés de M. Kabila qui faisait presque tout et qui semblait phagocyter, qui semblait étouffer le vrai pouvoir du Premier ministre. Ce qui fait que, partant de cette réalité, et même sur le plan sociologique, c'est que nous voyons. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'il y a un problème d'électricité, lorsqu'il y a débordement des eaux de pluie et autres, dans nos cités, dans nos quartiers, qu'est-ce que les gens disent? Très souvent, ils disent « Non, Tata Mokondi, Yakota El Abisoli Kambo ». On ne fait pas appel au Premier ministre. Non, Premier ministre, Yakota El Abisoli Kambo. Non, ça ne se dit pas. On dit toujours « Mokondi Amboka ». Même pas le gouverneur. Même pas le gouverneur, même pas le bourgmestre. Même pas. Même pas. Mais on fait appel au président de la République. Alors, nous nous sommes dit, en tant qu'élite, nous sommes les médecins de la société. Partant de ces faits, nous avions fait les diagnostics pour chercher à proposer le remède, chercher à proposer plutôt une solution efficace, laquelle solution pourrait résoudre de manière définitive la question et nous projeter justement vers l'avenir et voir comment améliorer la gouvernance. Voilà pourquoi nous avions dit, pour arrêter ces bicéphalismes au niveau de l'exécutif, autant mieux avoir un exécutif à une seule tête au lieu d'avoir un exécutif avec deux têtes, le Premier ministre et le Président de la République. Si ils n'arrivent pas à bien collaborer, ils risquent de se neutraliser. Regarde l'image de ce qu'on a vécu ici avec monsieur Félix Tshisekedi en 2019 et le Premier ministre Ilunkamba. Il y a eu de problèmes parce que justement Ilunkamba, avec une majorité au niveau du Parlement, voulait s'affirmer,
parce que la majorité était la sienne, et le président de la République, il dit non, c'est moi qui ai été élu, j'ai la souveraineté du peuple, je dois m'imposer. Et ça posait d'énormes problèmes. Mais nous disons, autant mieux apporter une solution définitive pour ne plus revenir, subir encore ces méfaits de tomber dans le présidentialisme qu'on a vécu sous Mobutu. Il avait tous les pouvoirs, il était l'homme à tout faire. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le présidentialisme? Non, je ne pense pas que nous allons tomber dans le présidentialisme. Parce qu'au-delà de cet aspect de choses, du régime que nous prévoyons, il y a la souveraineté du peuple qui continue à exister. Il y a la souveraineté du peuple qui va exister, parce qu'en ce moment-là, qu'est-ce que nous disons? Nous pouvons adopter, par exemple, le mécanisme, le mode prévu par le Sud-Africain. Si vous allez aux élections, vous dites que, voilà, les partis politiques vont présenter les candidats au niveau de la députation nationale, mais les partis qui auront la majorité aura déjà l'avantage d'avoir son candidat président de la République comme président de la République. Donc, c'est la majorité de ces partis qui donne la présidence à son candidat. Donc, en ce moment-là, le peuple continue à contrôler le Parlement et le président, lui, va répondre aussi devant ces parlements. Parce qu'en ce moment-là, il devient non seulement chef de l'État, mais il devient également chef de l'exécutif. Il doit faire passer son programme au niveau du Parlement. Si son programme, parce que son programme déjà sera passé par rapport au vote de la majorité, par rapport au vote du peuple, mais s'il ne respecte pas ce programme-là, le député, puisque ils ont le contact direct avec le peuple, ils peuvent faire tomber ces présidents pour changer, trouver un autre président. Donc, il y a toujours un mécanisme des verrous qui existe pour ne pas justement aller au déviationnisme, au présidentialisme, tel que vous l'avez dit. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, on lui a posé une question à Bruxelles, où il a répondu pour dire, au sujet du retard dans la mise en place du gouvernement, il dit que ce n'est pas possible que nous ayons pris autant de temps pour former un gouvernement. Ce retard est dû à la Constitution. Est-ce que vous partagez également ce point de vue-là? Je ne sais pas vraiment répondre à la question qui a été posée à M. Félix Tshisekedi, parce que déjà je n'avais pas suivi ça, mais du moins je peux à la limite dire que notre Constitution prévoit en tout cas un mécanisme, c'est-à-dire que pour avoir une majorité au niveau du Parlement, parce qu'il faut dire que le gouvernement est investi par la majorité au Parlement. Or, le mécanisme que prévoit et la Constitution et les textes de la République, je prends ici la loi électorale dans notre pays, ne permet pas à ce que la République démocratique du Congo, à ces jours, puisse avoir un parti politique qui puisse avoir une majorité en lui seul. Parce que nous avions autant de partis politiques avec les systèmes proportionnels. Il s'est fait que les élections de 2018-23 n'ont pas donné un seul parti avec une majorité. D'où la nécessité de mettre en place un informateur pour aller dégager une coalition, laquelle coalition va permettre aux députés, à la majorité, d'investir le gouvernement. Je crois que si c'était ça sa réponse, je crois qu'il était dans cette approche-là. Je ne dis pas que c'est forcément ça, puisque je n'ai pas suivi l'émission, je ne sais pas quelle était la question, mais j'essaye de comprendre que le retard que nous enregistrons aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'il fallait respecter ces mécanismes prévus par la Constitution de se soumettre à l'exigence qui veut que lorsqu'il n'y a pas une majorité parlementaire qui existe après les élections, il faut recourir à la nomination d'un informateur, d'abord d'un informateur et après le formateur pour investir le gouvernement. Maintenant, le reste, peut-être que ce sont des alliances politiques, les discussions au niveau des officines politiques pour voir qui doit être envoyé, où, qui doit être envoyé dans quel secteur et quel domaine. La prochaine réforme que vous proposez, c'est l'application de la loi Bakajika. Mais avant qu'on en arrive là, Maître Blanchard, est-ce que ça vous dérangerait aujourd'hui de voir le président Tshisekedi briguer un autre mandat au-delà de 2028? Bon, je crois que
Le président Félix Tshisekedi, en tout cas, je l'ai suivi plus d'une fois. Je sais que il a toujours dit que lui, c'est un démocrate. C'est un fils de Etienne Tshisekedi. Nous savons le combat d'Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi s'est battu pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas lui prêter des intentions. Laissons voir les choses. S'il est dit, nous allons le juger par rapport à ces intentions-là. Mais tant qu'il ne l'a pas encore dit, eh ben, il a le bénéfice du doute qu'il restera démocrate, il va respecter ce que prévoit la Constitution. Mais s'il le fait, s'il arrivait à aller au-delà en postulant pour un 3e mandat, contrairement à la Constitution. Déjà, la Constitution ne prévoit pas ces mécanismes-là. La Constitution actuelle ne prévoit pas le mécanisme d'un 3e mandat. Ça veut dire s'il arrive à, disons, à changer la Constitution et à postuler pour une 3e fois, quelle sera la réaction du Nouvel Élan? Ben, je crois que le Nouvel Élan, je l'ai dit, le Nouvel Élan est un parti d'idées. Le Nouvel Élan est un parti de débat. Le Nouvel Élan est un parti qui ne craint pas de défendre ou d'assumer ses positions. Nous allons sortir pour donner officiellement notre position. Mais puisque nous n'en sommes pas encore là, et puis je n'ai pas le mandat du parti pour répondre à une telle question, encore que le problème ne s'est pas encore posé, laissons les temps au temps. Je crois que le Nouvel Élan, si jamais une telle situation arrivait, le Nouvel Élan va se prononcer. Sans embâche d'ailleurs. D'accord. L'application maintenant, parlons maintenant de l'application de la loi Bakajika. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, peut-être les plus jeunes, qui ne savent pas encore le contenu de cette loi Bakajika, c'est quoi la loi Bakajika? La loi Bakajika, en réalité, c'est la loi foncière. La loi foncière qui était proposée par ces députés de l'époque, je crois bien, Bakajika, c'est lui qui avait proposé à ce que le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Et dans ces contextes-là, nous nous disons que déjà, cette loi a été mal interprétée. D'où la nécessité de modifier ou de clarifier cette question du sol et du sous-sol qui doit appartenir à l'État pour que les choses soient un peu plus claires. Parce que ce n'est pas la compréhension que nous avons de cette disposition-là. Mais tel que présenté, ça donne l'avantage exclusif, voulais-je dire, à l'État, et ça dépouille les autochtones, les vrais propriétaires de terres, de leurs droits. Ce qui fait que nous pensons qu'il faut nécessairement toucher cette loi pour essayer de bouger un peu cette disposition qui parle du sol et du sous-sol qui doit appartenir à l'État. Et en ces moments-là, nous allons jusqu'à toucher la Constitution, parce que dans la proposition qui suit, nous parlons directement de la titrisation des terres. Or, nous ne pouvons pas parler de la titrisation des terres tant que nous n'arriverons pas à modifier ces dispositions de la loi Bakajika. Et nous ne pouvons pas non plus parler de ça sans qu'il y ait modification de la Constitution. Vous dites modification de la loi Bakajika, vous dites modification de la Constitution. Déjà parce que la matière qui suit, après la loi Bakajika, le point qui suit, nous parlons de la titrisation. Donc, la titrisation... voilà, la réforme liée à la titrisation des terres. Donc, la réforme liée à la titrisation des terres est liée à la loi Bakajika. Parce que la titrisation des terres, c'est effectivement la loi foncière qui régit toutes les questions des terres. Or, nous ne pouvons pas parler, innover, apporter cette idée dans la Constitution sans que nous ne puissions voir ce que prévoit la loi Bakajika. Or, la loi Bakajika déjà prévoit que les sols et les sous-sols puissent appartenir à l'État. Mais vous dites application de la loi Bakajika, pas modification. Non, mais application, c'est comme ça que je dis, ça doit être clarifié. Parce que si vous prenez la disposition de la Constitution qui parle de cette exclusivité du droit de l'État à... l'État exerce sa souveraineté de façon permanente. Voilà, donc ça nécessite une clarification. Parce que la souveraineté de l'État ne veut pas dire qu'on doit dépouiller les communautés locales, les autochtones de leur droit d'appartenir à ces sols-là. L'État a sa part dans ces sols parce que c'est l'État qui est le gestionnaire de l'espace République démocratique du Congo, mais il y a de communautés juxtaposées, il y a plusieurs communautés qui ont créé l'État, le Congo indépendant aujourd'hui. D'où il faut reconnaître le droit de l'État, mais aussi reconnaître le droit des premiers occupants de ces terres-là.
Parce qu'avant que le Congo ne devienne indépendant avec une souveraineté internationale, il y a eu des communautés locales qui ont existé, qui se sont mis ensemble pour créer le Congo que nous vivons aujourd'hui. D'où il faut aller dans le sens de leur reconnaître ces droits pour permettre à ce qu'ils participent au capitalisme. J'ai donné l'exemple ici. Si un investisseur, un minier, veut venir investir en République démocratique du Congo, il va toucher une terre qui était occupée par les grands-parents de Dan. Mais vous n'allez pas interdire à Dan de percevoir des intérêts, des dividendes par rapport à cette terre-là, parce que c'est la terre qui lui est reconnue, qui lui a été cédée par ses aïeux. D'où il faut prévoir un mécanisme d'indemnisation à ces communautés-là pour leur permettre de devenir aussi puissants au Congo. Au cas contraire, on n'aura pas en tout cas des hommes forts, on n'aura pas des grands économistes dans notre pays. Mais Maître Blanchard, le problème va peut-être se poser encore autrement, dans ce sens que nous avons des communautés ou des royaumes, des empires qu'on a connus dans le passé qui s'étendaient sur plusieurs États actuellement. Par exemple, l'Empire Congo qui va jusqu'au Congo-Brazzaville, au Gabon, ainsi de suite. Cet espace-là appartient à la communauté Congo. Aujourd'hui, il y a maintenant, avec la division de l'Afrique, il y a les Congolais, les Brazzavillois, les Congolais de Brazza, les Camerounais. Comment ça peut se faire dans je crois que les empires, les empereurs, ils régnaient dans des espaces occupés par des communautés. Il y avait des tribus. Il y a plusieurs tribus qui occupaient tel. Et lorsqu'il y a un roi qui est fort, il vient, il règne ici, il règne. Il prend un espace. Mais l'espace où le roi règne, il y a des communautés ou des tribus qui habitaient ces espaces-là. Alors nous, ici, nous parlons des communautés, nous parlons des tribus, nous parlons de ces tribus qui existaient dans ces parties des terres. Parce que lorsque le roi vient régner, vient imposer en tout cas son pouvoir, il a trouvé d'abord des tribus qui existaient là. Et nous pensons qu'il faut reconnaître le droit à ces tribus pour leur permettre effectivement de participer au capitalisme, de participer à l'essor économique de notre pays, pour ne pas laisser notre économie qu'aux étrangers. Nous devons créer le capitalisme national. Nous devons avoir le Bill Gates congolais, pourquoi pas? Mais comment y parvenir si nous ne recourons pas aux droits des terres? Parce qu'il n'y a pas un secteur qui peut procurer plus d'argent que le secteur du sol et du sous-sol. D'accord. 6e réforme, c'est le financement des partis politiques. Alors ça, c'est même une loi qui est en vigueur aujourd'hui. Et cette loi avait été initiée par Adolphe Mozito. Nous pensons que les partis politiques ont un rôle... ils ont un rôle très important dans la démocratie. D'où la nécessité de financer ces partis politiques. Parce que les partis politiques contribuent aussi à l'essor mental, à l'éducation, à la formation de la population. Mais si ils n'ont pas de moyens, s'ils n'ont pas un financement, comment voulez-vous que nous puissions avoir une démocratie qui réussit? Comment voulez-vous que nous puissions avoir des acteurs politiques qui apportent le meilleur d'eux-mêmes? Parce que les partis politiques, la plupart de nos partis, sont des partis qui ne fonctionnent qu'avec des gens que nous avons. Pourtant, dans nos partis politiques, nous devons avoir des experts. Nous devons recruter le meilleur de nous pour nous permettre justement de nous préparer à la gouvernance de demain. Mais comment nous pouvons recruter des experts, les techniciens, les gens qui maîtrisent des questions, si nous n'avons pas un budget? Pourtant, nous participons justement à la création de la richesse, nous participons au budget, parce que les partis politiques, nous avons, il est prévu un mécanisme qui consiste à faire payer aux partis politiques quelque chose au niveau de l'État, mais nos militants eux-mêmes sont des contribuables qui permettent à la République d'avoir un peu plus de moyens, mais l'État nous empêche d'avoir ces moyens-là. Nous pensons qu'il faut que l'État fasse à ce que... Regarde un exemple. Pour les élections, on a payé la caution pour tous nos candidats de plus de 2 millions de dollars. Et ces 2 millions de dollars, c'est non remboursable. Les candidats présidents de la République payent plus ou moins 80 000 dollars. C'est non remboursable. On a battu campagne, mais tout cet argent, si vous faites le calcul, vous pouvez aller jusqu'à 5 millions, 10 millions, ça dépend de votre capacité. Mais tout cet argent, comment les mobiliser? Si
l'État ne crée pas des mécanismes, ça veut dire que nous voulons créer des partis politiques qui auront comme ambition d'aller puiser dans la caisse de l'État une fois arrivé au pouvoir. Mais si déjà, en étant à l'opposition, vous financez les partis politiques, vous subventionnez, un peu comme en France. On a vu pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Nicolas Sarkozy est poursuivi au niveau des cours et tribunaux. Parce qu'on estime qu'il avait débordé le montant qui était prévu pour le financement de sa campagne. Lui, il était allé au-delà de ces montants-là. Parce qu'on délimite, on fixe un montant parce que ces montants-là, après la campagne, l'État va vous le rembourser. Mais si vous allez au-delà de ce qui était prévu, ça veut dire qu'il y a eu quelque part une fraude, il y a eu tricherie, il y a eu quelque chose d'où l'État doit vous sanctionner. Et on doit mettre ces mécanismes dans notre pays. Et la loi, comme je l'ai dit, elle est en vigueur, la loi existe, mais nous ne l'appliquons pas. Nous pensons que nous devons appliquer cela pour permettre aux partis politiques de bien jouer leur rôle, de manière à nous permettre justement de préparer une bonne démocratie pour affronter les réalités, affronter les difficultés qui nous attendent dans la gouvernance. Maître Blanchard Mongomba, j'aimerais juste que vous puissiez finir par cette question, répondre à cette question simplement. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est à la croisée des chemins, il y a des difficultés de toutes sortes. Voici la question. Pensez-vous que simplement la modification de la Constitution peut être la panacée à tout ce que nous avons comme difficulté? Pas du tout. Parce que la République est un tout. La République, c'est l'ensemble de tout ce qui concourt à la réalisation du bien-être de notre peuple. Or, pour arriver au bien-être, nous devons entre autres voir les textes, les mécanismes qui prévoient les textes juridiques dans notre pays. La Constitution, les lois, qu'est-ce que c'est là? Puisque vous pouvez aller dire par exemple, non, nous devons faire la guerre pour apporter la paix, la calmie dans notre pays. Mais dans la Constitution, on vous dit par exemple au niveau interne que non, avant de décréter la guerre, le chef de l'État doit passer par le Parlement pour avoir l'autorisation. Donc, c'est un mécanisme constitutionnel qui est prévu. Donc, il y a plusieurs mécanismes, plusieurs faits qui marchent ensemble avec le texte. Et c'est là où je dis que la République, c'est un tout. Tant que sur terrain, nous voulons une volonté, faire réaliser une volonté, et que la loi ne prévoit pas cela, ça devient une violation. Ça devient une déviation, d'où nous devons nous assurer que la Constitution, les lois de la République prévoient des mécanismes qui pourront permettre à ce que les réformes que nous allons apporter puissent permettre à ce que les choses aillent mieux, aillent de l'avant. Quelque chose comme le prof disait, le prof Bochab, dans son ouvrage, l'intitulé de son ouvrage, révision constitutionnelle ou inanition de la nation. Il avait raison ou pas? Bon, je ne réponds pas directement à cette question, mais moi, je veux plutôt réfléchir en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la République, nous devons comprendre qu'elle est née d'abord de la contradiction. La République elle-même. Parce que lorsque l'idée de la République est arrivée en France, c'est parce qu'il y avait une monarchie, il y avait un roi qui régnait sur les autres. Mais les autres se sont regardés, ils disent, mais comment une seule personne, une famille peut vraiment s'imposer, peut chaque fois nous prendre comme ses sujets, tout ça, tout ça. Et il a fallu une révolution, et c'est cette révolution qui a amené effectivement l'idée de la République. Et la République ici, c'est la chose commune, c'est ce qui nous appartient à nous tous. Mais pour que nous puissions bien marcher dans cette République, il faut s'assurer qu'il existe des lois, des mécanismes qui réglementent cette marche dans la société. Parce qu'il ne faut pas que la République s'apparente à une jungle. Il ne faudrait pas que tout le monde se comporte comme il le pense, comme il le veut. Nous devons encadrer la marche dans la République par les mécanismes juridiques. Et les mécanismes juridiques ici, je l'ai dit, c'est d'abord la Constitution, les lois de la République et tous les autres instruments qui permettent à ce que nous puissions appliquer la volonté du souverain primaire. Donc, moi, ici, je pense que la Constitution est un texte juridique qui est un mécanisme juridique qui est prévu par la République, et que si nous voulons apporter quelque chose pour le bien-être de cette République, pour le bien-être de notre peuple, si cela nécessite à ce que la Constitution soit modifiée, puisque elle-même, la Constitution, prévoit
ces mécanismes souples de sa modification, eh bien, nous ne pouvons pas avoir peur. Nous devons nous assumer, mais en respectant la volonté du souverain primaire qui est prévue dans cette même Constitution. Merci beaucoup, Maître Blanchard Mongumba. La Constitution, c'est obligatoire. Il faut qu'on change, il faut qu'on modifie. Sinon, la République court un grand danger. Obligatoire, je ne sais pas, c'est pas comme ça que je l'ai dit, mais je pense qu'il y a de ces idées qui nécessitent à ce que la Constitution soit modifiée. Je donnais l'exemple de la titrisation des terres, il y a plusieurs exemples que nous avions énumérés ici, qui n'ont pas été prévus de manière expresse par la Constitution, mais nous pensons que puisque nous, au niveau du Nouvel Élan, nous devons appliquer cela, ça nécessitera justement que nous puissions toucher à la Constitution pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais il ne faut pas que les gens fassent de confusion, parce que quand nous parlons de la modification de la Constitution, certains disent que non, ben, ils ont rejoint Tshisekedi, ils veulent soutenir l'IDPS, ils veulent... On n'est pas dans cette logique. Nos amis de l'Union Sacrée et de l'IDPS viendront défendre leur position, leur opinion par rapport à ce qu'ils pensent. Mais nous avons donné nos idées, vous venez de les lire, on l'a cité. On n'a pas eu peur de les citer parce qu'on est rationnel, on est cohérent dans ce que nous disons. Si les gens pensent que le point tel que nous les avions énumérés ne corrobore pas avec la volonté de notre peuple, qu'ils viennent nous dire en quoi et comment nous pouvons faire pour accéder à ce que nous proposons. Maître Blanchard Mongumba, patron du Nouvel Élan, secrétaire général du parti, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission Entre les lignes, mais ce n'est pas une dernière. Je crois que peut-être vous êtes aussi ouvert à un débat contradictoire contre ceux qui sont justement, qui ne partagent pas votre avis de modification de la Constitution. Merci beaucoup, cher Dan. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Ce numéro d'Entre les lignes est fini. Écrivez-nous, appelez-nous, ils sont là. Il est là pour pouvoir répondre à vos questions, contradictions, si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord. Ça ne sert à rien d'insulter, ça ne sert à rien de dire tout ce que vous voulez. Peut-être le débat sera celui qui va trancher. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.